Des milliers de livres ont été écrits sur la Wehrmacht, des milliers sur l'armée rouge. Autant de films ont été tournés sur la guerre du Vietnam qu'on pourrait croire qu'elle ne s'est jamais terminée. L'histoire mondiale des guerres, c'est surtout l'histoire des mêmes armées, des mêmes pays, des mêmes victoires. Mais en dehors de cette liste existent 9 armées que presque personne ne connaît. Une armée formée d'esclaves qui a anéanti les troupes de Napoléon, une armée de 4000 hommes qui a harcelé pendant 8 ans 18 000 professionnels britanniques, une armée où chaque soldat était une femme, et ce n'est pas une image. Ce ne sont pas des histoires de petits qui ont vaincu des grands, ce sont des histoires d'armées injustement oubliées. Napoléon Bonaparte n'a pas perdu son armée en Russie, ni à Waterloo. Il l'a perdue sur une petite île des Caraïbes, à cause de gens que son pays retenait en esclavage. Saint-Domingue, 1791. Sur cette île vivaient 500 000 esclaves et 40 000 blancs. Les esclaves produisaient 40% de tout le sucre d'Europe et plus de la moitié du café mondial. Pour l'époque, la colonie la plus rentable du monde. Pour la même époque, l'un des endroits les plus cruels de la Terre. Dans la nuit du 22 au 23 août, les esclaves se sont soulevés. Personne n'a pris cela au sérieux. Les révoltes arrivaient, on les écrasait. Mais celle-ci n'a pas été écrasée, parce qu'elle a trouvé un commandant. François-Dominique Toussaint Louverture était un esclave qui savait lire. Il a étudié les traités militaires, connaissait le latin, et vers 50 ans a transformé une foule d'esclaves en fuite en armée disciplinée. Il a d'abord combattu du côté espagnol, puis rejoint les Français, puis chassé de l'île le corps expéditionnaire britannique venu s'emparer de la colonie pendant que la France s'occupait de sa révolution. Les Britanniques sont partis en 1798, après avoir perdu la plus grande partie de leurs troupes, non pas au combat, mais à cause de la fièvre jaune. Toussaint y a contribué. En 1802, Napoléon, qui venait de devenir premier consul, a envoyé à Saint-Domingue un corps expéditionnaire commandé par son beau-frère, le général Leclerc. 30 000 hommes. Les meilleures unités de l'armée française, celles qui venaient de redessiner la carte de l'Europe. Toussaint a d'abord accepté de négocier, a été arrêté en pleine rencontre et déporté en France, où il est mort en prison en avril 1803. Mais tout cela ne changeait plus rien. Les généraux de Toussaint, Dessalines et Christophe ont poursuivi la guerre. Et ils savaient ce que Napoléon ignorait. Sur cette île, ils avaient un allié qu'on ne pouvait ni corrompre ni abattre. La fièvre jaune tuait les Européens plus vite qu'on ne pouvait en envoyer depuis le continent. Dessalines ne cherchait pas la bataille décisive. Il se contentait de retenir les Français sur l'île et d'attendre. À l'automne 1803, il restait moins d'un tiers du corps expéditionnaire. Le 18 novembre, à Vertières, les Haïtiens ont écrasé les restes des forces françaises. Le général Rochambeau, qui avait remplacé Leclerc mort de la fièvre, a capitulé et s'est rendu non pas aux Haïtiens, mais aux marins britanniques qui bloquaient l'île. Il a préféré la captivité britannique. Le 1er janvier 1804, la République d'Haïti a été proclamée. Le premier État de l'histoire fondé par d'anciens esclaves. Le seul pays de l'hémisphère occidental à avoir vaincu la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France, l'une après l'autre. Napoléon a ensuite vendu la Louisiane aux États-Unis. Toute sa stratégie américaine s'est effondrée à cause d'une île qu'il avait sous-estimée. Le 22 janvier 1879, l'armée britannique, la plus moderne du monde, s'est réveillée, a pris son petit déjeuner et a cessé d'exister. Cela a pris quelques heures. Le roi Shaka est monté sur le trône de la tribu Zoulou en 1816. La tribu était modeste. 12 ans plus tard, elle était devenue la plus grande puissance militaire d'Afrique du Sud. Shaka a réformé l'armée comme personne avant lui dans la région. Il a supprimé les saguets de jet, les remplaçant par des assegais courts destinés au corps à corps, un combat rapproché mené jusqu'au bout. Il a instauré un système régimentaire. Chaque homme de 20 ans devenait automatiquement soldat et vivait dans un camp militaire. On ne pouvait se marier qu'avec l'autorisation personnelle du roi et seulement après le baptême du feu. Certains régiments ont attendu cette autorisation pendant des décennies. La tactique s'appelait les cornes du buffle. Le centre fixe l'ennemi, les deux flancs l'enveloppent de part et d'autre, la réserve achève le travail. Un schéma simple,
exécutés avec une telle discipline que les peuples voisins ont cessé d'exister comme entités politiques les uns après les autres. Vers 1879, le royaume zoulou était devenu un voisin gênant pour l'Empire britannique. Le commissaire britannique Frère a présenté au roi Cetshwayo un ultimatum: dissoudre l'armée, accepter un fonctionnaire britannique. Cetshwayo n'a pas répondu. En janvier 1879, les troupes britanniques sont entrées au Zululand en 3 colonnes. Le 22 janvier, la colonne centrale a établi son camp près de la colline d'Isandlwana. Le camp n'a pas été fortifié. Le commandant, Lord Chelmsford, était persuadé que la discipline et les fusils Martini-Henry régleraient n'importe quel problème. 22 000 guerriers zoulous ont encerclé 1300 Britanniques, tandis que les forces principales de Chelmsford poursuivaient de fausses pistes ailleurs. Quand la vague noire a surgi derrière les collines, les Britanniques n'ont eu que quelques minutes. 1329 hommes sont morts, dont 52 officiers. Les Zoulous ont récupéré comme trophée 1000 fusils à chargement par la culasse, 2 canons et 400 000 cartouches. Ce fut la plus lourde défaite subie par l'armée britannique face à un adversaire sans armes modernes en 200 ans de guerre coloniale. La Grande-Bretagne a finalement gagné la guerre grâce à une supériorité écrasante en équipement et en effectifs. L'État zoulou a été détruit. Mais l'enquête militaire de 1879 a établi officiellement que la défaite d'Isandlwana était due à une sous-estimation de l'adversaire. Une formule qui, depuis, est devenue proverbiale dans l'armée britannique. Les soldats français refusaient de tirer sur elle. Ceux qui ne tiraient pas mouraient. Afrique de l'Ouest, royaume du Dahomey, première moitié du XIXe siècle. Les États voisins craignaient le Dahomey pour diverses raisons, mais surtout à cause d'une unité précise de son armée. Les Agojis ont commencé comme un groupe de chasseresses d'éléphants à la cour du troisième roi du Dahomey à la fin du XVIIe siècle. Personne n'avait prévu de créer une unité de combat, ce sont simplement les femmes qui se sont révélées les meilleures chasseuses. Elles sont ensuite devenues gardes du corps, puis unité d'avant-garde dans les campagnes militaires. Sous le roi Gezo, qui a régné de 1818 à 1858, les Agojis se sont transformés en une véritable armée régulière à l'intérieur de l'armée. 6000 femmes, soit un tiers de toutes les forces armées du Dahomey. 5 régiments avec leurs propres fonctions: chasseuses, tirailleuses, faucheuses, archères, artilleuses. Le célibat était obligatoire. La discipline était stricte. Toute relation secrète avec un amant était punie de mort. L'explorateur britannique Richard Burton, qui s'est rendu au Dahomey en 1863, a noté que le squelette et la musculature de ces femmes étaient si développés que seule la présence de poitrine permettait de distinguer leur sexe. En 1890, le Dahomey a entamé la guerre contre les troupes coloniales françaises. Les soldats français refusaient d'abord de tirer sur des femmes et subissaient des pertes pour cela. Un ordre spécial du commandement a dû être donné: tirer sans exception. La première guerre franco-dahoméenne s'est achevée par une trêve. Il a fallu une deuxième guerre, en 1892, pour que le Dahomey soit définitivement conquis. La dernière Agoji survivante est morte en 1979. Elle a survécu à son état de 85 ans. La meilleure armée d'Asie n'a pas été vaincue au combat. Elle a été trahie en pleine bataille par ses propres commandants. Ranjit Singh est devenu souverain du Pendjab en 1799, à l'âge de 19 ans. À cette époque, la région n'était qu'une mosaïque de clans féodaux rivaux. 40 ans plus tard, l'empire sikh s'étendait de Kaboul au Tibet, et son armée, la Khalsa, était considérée comme la plus efficace d'Asie. Ranjit Singh a engagé des officiers européens, français, italiens, américains, pour former ses troupes selon les normes modernes. Une brigade type de la Khalsa comptait 3000 fantassins, 1500 cavaliers et 35 canons. Son artillerie était meilleure que celle de la Compagnie des Indes orientales dans cette région de l'Inde. Les Britanniques le savaient, et pendant 40 ans, ils n'ont pas touché au Pendjab. Ranjit Singh est mort en 1839. Au cours des années suivantes, plusieurs de ses successeurs ont été tués ou écartés. Craignant l'armée,
les grands féodaux ont conclu un accord secret avec les Britanniques. Et voici le plus intéressant. Ce sont précisément ces traîtres qui ont ordonné aux troupes, au moment décisif, de quitter leur position en pleine bataille. Lors des combats de Moudki, Ferozeshah et Sobraon, les soldats sikhs se sont battus avec habileté et courage. Mais quand l'avantage penchait de leur côté, les commandants retiraient leur régiment. Les officiers britanniques ont noté plus tard dans leur mémoire qu'ils avaient vaincu moins par la force que par la trahison au sein même des rangs sikhs. En 1849, après 2 guerres, le Pendjab a été annexé. Le dernier souverain sikh, Dulip Singh, âgé de 11 ans, a été emmené à Londres, baptisé, et a touché une pension britannique jusqu'à sa mort. Ces mêmes Britanniques, incapables de vaincre la Khalsa dans un combat loyal, se sont immédiatement mis à recruter des soldats sikhs dans leur propre armée. À la veille de la Première Guerre mondiale, 20% des effectifs de l'armée britannique des Indes étaient des Sikhs, un peuple conquis quelques décennies plus tôt grâce à la trahison de ses propres commandants. Le Paraguay a commencé cette guerre avec une armée de 38 000 hommes. Il l'a terminée avec 28 000 hommes adultes pour tout le pays. Ils n'étaient pas tous soldats. Il ne restait simplement plus personne d'autre. Le 13 décembre 1864, le Paraguay a déclaré la guerre au Brésil. 3 mois plus tard, à l'Argentine. C'est ainsi que s'est formée la Triple Alliance. La population du Paraguay comptait alors environ 525 000 habitants. Celle des 3 États alliés dépassait 11 millions. Le dictateur Francisco López, devenu président à 33 ans après la mort de son père, était convaincu qu'une armée disciplinée dotée de 400 canons pourrait porter des coups rapides et forcer ses adversaires à négocier. La première année de guerre s'est plutôt bien passée. Le Paraguay a occupé la province brésilienne du Mato Grosso. Mais les flottes alliées ont ensuite bloqué les fleuves, les seules voies de communication de cette partie du continent. L'armée paraguayenne s'est retrouvée dans un siège qui s'est tiré. Quand il n'y a plus eu d'hommes valides, on a enrôlé des adolescents. On leur attachait au visage de fausses barbes faites d'herbes et de feuilles pour cacher qu'il s'agissait d'enfants. Quand eux aussi ont manqué, ce sont des femmes qui ont combattu. López s'est enfui dans les montagnes et a poursuivi une guerre de guérilla pendant près de 2 ans après la chute de la capitale. Le 1er mars 1870, il a été tué dans la jungle, les armes à la main, refusant de se rendre. Selon le recensement de 1871, il restait au Paraguay 221 000 habitants. Parmi eux, 28 000 hommes adultes. Le pays avait perdu plus de la moitié de sa population et presque tous ses hommes. Au Paraguay, López est encore aujourd'hui considéré comme un héros national. Ils ont commencé comme chasseurs. Les Espagnols les ont chassés de leur île et ont ainsi signé la perte de leur propre colonie. En 1630, plusieurs dizaines de chasseurs français ont été expulsés par les autorités espagnoles de l'île d'Hispaniola vers la petite île voisine de la Tortue. C'était un exil. Ce fut la fondation d'une puissance militaire. Les boucaniers, des chasseurs qui vivaient du commerce de viande fumée, ont survécu sur la Tortue, y ont construit un fort et se sont mis à piller les navires espagnols. Non pas par plan, parce que les Espagnols ne leur avaient laissé aucune autre issue. Vers les années 1660, les forces réunies des boucaniers comptaient environ 2500 hommes, et c'était de fait une armée sans État. La France et l'Angleterre ont vite compris ce qui se passait. Les boucaniers ont commencé à recevoir des lettres de course, des licences officielles pour attaquer les navires et les colonies espagnoles. Les pirates sont devenus un instrument de la politique d'État. Quand, en 1670, l'Angleterre a eu besoin de frapper les positions espagnoles dans les Caraïbes, c'est Henry Morgan qui a été envoyé, avec près de 2000 boucaniers. Ils ont traversé la jungle de l'isthme de Panama, pris Panama, la plus grande ville espagnole de la région, et sont revenus avec leur butin. La tactique des boucaniers était inhabituelle pour l'époque. Ils ne bombardaient pas les ports depuis la mer, mais débarquaient à l'écart, avançaient par voie de terre et attaquaient les villes par l'arrière. Les garnisons espagnoles se sont retrouvées encore et encore, prises au dépourvu par une attaque venant d'une direction jugée sûre. En 1674, Morgan a été nommé lieutenant-gouverneur de la Jamaïque.
L'ancien pirate a reçu un poste officiel et une mission, lutter désormais lui-même contre la piraterie dans la région. Les historiens se demandent encore aujourd'hui s'il s'agissait d'une ironie ou d'un aboutissement logique. 29 ans. C'est le temps qu'il a fallu à la meilleure armée du monde pour vaincre quelques milliers de guerriers venus de l'autre bout du monde. Et elle n'a jamais vraiment gagné sur le terrain. En 1843, les soldats britanniques ont affronté pour la première fois les Maoris en bataille ouverte. Le dernier combat de cette série de conflits a eu lieu en 1872. Pendant 29 ans, la guerre n'a jamais vraiment cessé, et tout ce temps, quelques milliers de guerriers maoris ont harcelé une armée considérée, à cette époque précise, comme la plus puissante du monde. Les Maoris n'étaient pas des adversaires primitifs. Au moment des premiers affrontements sérieux avec les Britanniques, ils avaient déjà traversé leur propre époque de guerre à la poudre entre tribus, les fameuses guerres du mousquet, au cours desquelles ils avaient mis au point, en quelques décennies, une tactique de combat avec armes à feu. Leur principale invention fut le système de fortification PA, des bastions de terre pourvus de tranchées et d'abris souterrains conçus spécifiquement contre le feu d'artillerie. Les Maoris avaient compris que les obus ne tuaient que ceux qui restaient en surface. Il fallait s'enterrer. En avril 1864, des forces britanniques d'environ 1700 hommes, appuyées par l'artillerie, ont attaqué le PA de Gate PA. À l'intérieur se trouvaient environ 230 guerriers maoris. Après plusieurs heures de bombardement par de l'artillerie lourde, les Britanniques ont lancé l'assaut et sont tombés dans une embuscade au fond des tranchées. 31 assaillants sont morts, 80 ont été blessés, alors que la fortification était défendue par moins d'hommes qu'il n'en fallait pour former une seule compagnie britannique. Les troupes maoris ne pouvaient pas se permettre de longues campagnes. Les guerriers étaient nécessaires chez eux, dans les exploitations tribales. C'est cela, et non une défaite militaire, qui a finalement décidé de l'issue de la guerre. Les Britanniques n'ont pas vaincu les Maoris sur le champ de bataille. Ils ont simplement réussi à rester plus longtemps sur le terrain. Vers 1870, les troupes impériales ont été retirées de Nouvelle-Zélande. Pendant toute la durée des guerres, les Maoris ont perdu environ 2500 hommes tués. Les Britanniques, plus de 800. Ces mêmes Britanniques, qui n'avaient pas réussi à briser les Maoris par la force, ont par la suite formé avec eux des unités d'élite au sein de leur propre armée. Vers 1895, le continent africain était presque entièrement partagé entre les puissances européennes. Presque entièrement, parce qu'il restait l'Éthiopie, et l'Italie a décidé de corriger cela. Le général Oreste Baratieri a reçu le commandement d'un corps de 18 000 hommes appuyés par l'artillerie et s'est avancé depuis l'Érythrée vers l'intérieur du pays. À Rome, on célébrait déjà la future colonie. Le 28 février 1896, le Premier ministre italien Francesco Crispi a envoyé à Baratieri un télégramme exigeant catégoriquement d'attaquer et d'écraser immédiatement l'adversaire. Crispi estimait que tout retard nuisait au prestige du pays. Baratieri a divisé son corps en 3 colonnes d'attaque et une réserve. Les cartes du terrain se sont révélées inexactes. Les colonnes ont perdu leurs repères sur des routes de montagne inconnues. La colonne de gauche s'est éloignée du gros des forces de 6 km. Les 2 autres ont croisé leurs itinéraires. Au matin du 1er mars, les brigades italiennes étaient dispersées dans le relief montagneux, sans liaison entre elles. L'empereur Ménélique II attendait précisément cela. Il avait réuni près d'Adoua environ 90 000 guerriers venus de toutes les régions du pays et occupé à l'avance les hauteurs dominantes. Ces éclaireurs surveillaient les mouvements de chaque colonne italienne. Quand les Italiens se sont dispersés, les Éthiopiens ont frappé chaque colonne séparément, sans leur laisser le temps de se rejoindre. La colonne du général Alberton, partie trop loin en avant, a été encerclée et détruite la première. Le général d'Abormida a été tué. L'artillerie a épuisé ses munitions avant même le début de l'affrontement décisif. La bataille, qui a duré 10 heures, s'est terminée par une déroute complète. Les Italiens ont perdu 11 000 hommes tués et blessés, et 3 500 ont été faits prisonniers. Parmi les morts figuraient 2 généraux et 250 officiers. Toute l'artillerie est tombée entre les mains des Éthiopiens. À Rome, le gouvernement a démissionné. À Addis-Abeba, un traité de paix a été signé, par lequel l'Italie a versé une indemnité à l'Éthiopie et reconnu officiellement sa souveraineté.
Pour la première fois dans l'histoire moderne, une puissance européenne versait une indemnité à un État africain. Le 1er mars reste aujourd'hui encore un jour de fête nationale en Éthiopie. En 1121, l'une des plus grandes armées coalisées du Moyen-Âge est arrivée aux gorges montagneuses de Didgori. Elle ne savait pas qu'elle avait été attirée dans un piège. Le roi géorgien David IV, que la postérité appellerait le bâtisseur, est monté sur le trône en 1089, à l'âge de 16 ans. Le pays payait alors tribut aux Seldjoukides et perdait ville après ville. En 30 ans, il a tout changé. Il a mené une réforme militaire, créé une garde professionnelle, conclu une alliance avec les tribus Kipchak en installant 50 000 familles Kipchak sur le territoire géorgien en échange de leurs services militaires. Vers 1121, il avait cessé de payer tribut et commencé à reconquérir les terres géorgiennes les unes après les autres. Les émirs seldjoukides ont réuni une coalition. Les chroniqueurs arméniens du Moyen-Âge donnent le chiffre de 150 000 guerriers pour Ilgazi, émir de Mardin. Les historiens modernes estiment l'armée géorgienne à 50 ou 60 000 hommes. Géorgiens, Ossètes, Kipchak et un petit contingent de croisés venus d'Europe occidentale. David n'a pas attendu l'ennemi en terrain ouvert. Il a délibérément renoncé à reprendre Tbilissi trop tôt, laissant libre la route à travers les gorges de Didgori pour attirer la coalition à un endroit où une armée immense ne pourrait ni se déployer ni exploiter sa supériorité numérique. La veille de la bataille, 200 chevaliers géorgiens se sont avancés vers les positions de l'ennemi en feignant de vouloir se rallier à lui. Les Seldjoukides les ont laissés entrer dans leurs rangs. Au moment de l'attaque, ces 200 hommes se sont retournés et ont frappé de l'intérieur. La bataille a duré plusieurs heures. L'armée coalisée a été anéantie. Ibn al-Azraq, chroniqueur arabe et témoin de l'époque, a écrit que David les avait attaqués par surprise. 1 an plus tard, Tbilissi était libérée après 400 ans de domination musulmane. Les Géorgiens appellent cette bataille le miracle de Didgori. Elle est encore étudiée aujourd'hui dans les académies militaires comme un exemple parfait d'utilisation du relief et de ruse militaire. Abonne-toi à la chaîne et laisse en commentaire le nom de l'armée dont tu veux entendre l'histoire la prochaine fois.